Jean-Ry, bonjour. Salut. Tu viens de l'école de graphisme à la base, avant de faire la bande dessinée Enfin, l'école de graphisme c'était surtout l'opportunité de rencontrer des gens qui faisaient, des types qui faisaient la même chose que moi, qui aimaient la même, ceux qui déjà partageaient la même passion. Et c'est là notamment que j'ai rencontré Philippe Thom et Stuf. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui nous enseignaient surtout la technique, des choses comme ça. Et surtout la chance de rencontrer vraiment des amis qui allaient partager le même métier que moi plus tard. C'est vrai que c'est génial, alors, première rencontre avec Thom là-bas justement. Ouais, il est venu après. On était d'abord là, Steph et moi. Et nos tempéraments, Steph et moi, étaient assez contrastés. Moi, j'étais plutôt du genre classique, je dirais, propre sur lui, qui aime et Steph, c'était le baba qui aimait Frank Zappa, des trucs bizarres. Pour l'époque, je veux dire, hein, aujourd'hui, on a. Voilà. Mais c'était les conditions idéales pour que des personnes aussi différentes, aussi contrastées, se rencontrent. Et alors, s'enrichissent les uns les autres de par leurs différences. Ce ne serait jamais arrivé si on était seul d'abord, et ni même en atelier, parce que l'atelier a tendance à rassembler, en tout cas en général, des artistes de même obédience, donc qui n'ont pas grand-chose à s'apprendre les uns aux autres, quoi. Et là, en fait, c'est là que vous avez eu l'idée, en fait, les trois copains, à monter votre atelier après avec Stuf et Thom. Oui, c'est-à-dire que on était devenus très proches, Philippe, Thom et moi. Et j'ai d'abord commencé, moi, à travailler comme assistant pour un dessinateur professionnel qui était Dupas. Aussi un grand de la bande J'ai dessinée. entraîné avec moi Philippe, puisque j'étais susceptible de. J'allais devoir à un moment donné faire mon service militaire. Et pour continuer à aider Dupas, j'ai invité Philippe à l'assister. Et puis il y a Donc c'était sur Cubitus alors. Cubitus, oui. C'était toute une galaxie qui tournait autour de Dupas, et plus précisément grec, c'est-à-dire d'abord, oui, Cubitus, mais comme Dupas était assistant de grec, il y avait Achille Talon, tout ça, et ils sont venus peu après, Turc de Groot avec Clifton, Chlorophylle, avec Léonard est un génie, Robin Dubois. Donc il y a un petit peu partout dans la nature des témoignages de mes interventions sur des bandes dessinées aussi diverses, quoi. Et Philippe aussi a travaillé là-dessus. Donc ça avait l'avantage d'être déjà, en tout cas sur le pont, et donc de pouvoir être à l'affût de ce qui se passait déjà dans le milieu de l'édition en BD. C'est comme ça que on a pu commencer à s'introduire doucement aux éditions Dupuis. Et en 1980, en fait, Comment en 1980 ou 80. En 1980. 80, voilà, comme chez nous. Justement, on dira octante. Hein, voilà, octante. Restons latins. Oui, oui. C'est toujours ça que les Français n'auront pas. Voilà. Et voilà, même un peu avant. C'est-à-dire que. Mais c'est vraiment pour une exception, parce que c'était encore une époque où les auteurs étaient sous scellés, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait les auteurs du Lombard et les auteurs de Dupuis. Chacun était séparé. Et ça ne se mélange pas sous peine de faire de la consanguinité. Ouais. Mais exceptionnellement, dans les fins des années 80, Dupuis, souhaitant rendre hommage à Roba qui fêtait les 25 ans de Boulet-Bill, il faut que je me réveille. Boulet-Bill avait sollicité tous les auteurs, mais de toute religion confondue, c'est-à-dire autant les Français que les Dargaud, Lombard, etc. Ouais. Bref, les potes à Roba, qui ont chacun fait une planche en discrétion, qui s'introduisait dans une histoire de 44 pages, dont la première et la dernière page étaient défaites par Roba.
Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, j'ai compris. Une première page, et puis à son insu, il y a 42 pages qui se sont rajoutées. C'est un superbe album, ouais. Ouais. La première et la dernière, dont une intervention de Dupas, dont une intervention de Jean-Ry Dom, etc., qui ont été chez Dupuis à vélo. Si j'avais déjà un vélo à cette époque-là, non, ça devait être à pied, et, pour apporter les pages. Ouais. Et comme c'était un petit peu guerre froide depuis Lombard à l'époque, Dupuis n'a pas manqué de nous poser la question, voir si on était débauchable, si on pouvait, si c'était l'opportunité pour eux de retirer un cheval à l'écurie Lombard pour se l'approprier. Ça tombait très bien pour nous, puisqu'on n'avait pas de... le Lombard à l'époque ne nous offrait pas beaucoup d'opportunités, sans doute de peur de nous donner du travail aux dépens de Dupas, qui était une des pointures du Lombard. Donc pour nous, c'était l'opportunité d'avoir enfin un petit truc à notre nom, même si ce n'était pas notre éditeur originel. Et c'était des jeux, des rubriques de jeux, grâce auxquelles on était évidemment dans les couloirs de Dupuis cette fois, et à l'écoute de ce qui se passait. Et c'est quand on a entendu parler d'un concours de scénarios sur le Spirou et Fantasio qu'on a appris d'abord que Fournier n'était plus aux commandes de la turbotraction, et qu'ensuite il cherchait donc surtout un scénariste. Nous qui étions toujours, formions toujours une équipe, on a fait les deux, comme ça, pour le plaisir. Simplement, le but était uniquement prouver à Dupuis et à la planète entière qu'on était capable de faire autre chose que des jeux de labyrinthe ou des 7 erreurs et des trucs comme ça. Et c'était un peu un rêve de gosse de reprendre Spirou? C'était absolument pas un rêve, c'était une illusion. Ouais. On n'y croyait pas du tout, mais à 20 ans, on veut faire ses preuves tout simplement. Mais on est tombé... on a eu une sorte de coup de chance, c'est-à-dire que, en fait, oui, il y avait déjà un scénariste, un dessinateur et tout, mais qui ne faisait pas l'unanimité chez Dupuis. Donc, notre corps défendant, lorsqu'on a présenté nos travaux, avant de sortir du bureau pour dire voilà, on s'est bien amusé, oui, vous ne pouvez pas nous en faire un second, puis un troisième, etc. Ah, bon. C'est sympa. Ok, c'est chouette, c'est sympa et tout, sans se rendre compte qu'on était devenus les challengers. Ouais. D'une partie de la rédaction qui voulait s'opposer au choix de la première partie. Jusqu'au moment où on dit, écoutez, bon, c'est sympa, maintenant on nous demande à 22 pages, mais c'est à fond perdu. Nous, on s'est rendu compte que notre rôle était plus boxeur face à un autre, que notre métier c'est raconter des histoires, donc on se retire et on va faire notre propre BD, si vous acceptez qu'on le fasse. Et c'est à ce moment-là que Monsieur Dupuis est descendu de son nuage, avec des éclairs partout, etc., de la fumée, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel? Ben voilà, on a Tom et Jean-Ry d'un côté et Nick Broca de l'autre. Ouais, et qu'est-ce qu'ils font Tom et Jean-Ry pour le moment? Ben, ils font un épisode de 22 pages qui s'appelle Virus. Et pourquoi pas 44 pages, je lui dis bon. C'est à ce moment-là qu'on a compris que Dupuis nous avait intronisé repreneur de la série de Spirou et Fantasio. Et je trouve grâce à vous deux, on faisait un peu révolutionner le monde de Spirou, parce qu'on le connaissait bien, mais avec votre graphisme et vos histoires. Comment? Avec le graphisme et l'histoire, je trouve que ça a un sacré coup de pêche. Tant mieux. Tu veux que je t'interviewe pour voilà. qu'on en parle? Tant mieux. Moi, quand on parle de nos talents respectifs, c'est un petit peu comme parler d'une maison dans laquelle on se trouve et
on ne peut pas dire qu'elle est belle puisqu'on n'est pas à l'intérieur. Oui. Toi, tu as une maison moche, tu as intérêt à habiter cette maison parce que c'est tous les autres autour de toi qui sont obligés de la subir, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Ben, c'est à peu près ça. Moi, j'observe quand même avec satisfaction que on nous a retenus comme en tout cas des personnes dignes d'animer Spirou et Fantasio. Et c'est quelque chose qui n'était pas gagné au départ, absolument pas. Mais on avait deux atouts. Le premier, c'est qu'on était deux. Oui. Donc, quelqu'un comme Fournier ou peut-être un petit peu, même Broca était un petit peu laissé à lui-même. Justement, les vertus de cette école des arts où on s'est rencontrés, Philippe et moi, ont fait de nous une équipe avec tous les atouts d'une équipe. Oui. Donc, je cadrais Philippe et Philippe me cadrait. Et il y a même plus de maturité dans deux cerveaux que dans un seul. Parfois, on pourrait croire que ça se soustrait, mais c'est pas vrai. Et enfin, il y a des gens qui nous ont précédés, qui ont essuyé les plâtres. Et les lecteurs qui attendaient du Spirou s'étaient bien rendu compte que ce n'était pas évident de succéder à Franquin. Donc on a bénéficié de cette indulgence qui a fait on avait un terrain de praticabilité beaucoup plus confortable que ne l'avait eu Fournier, etc. Et enfin, on était jeunes. L'air de rien, ça pouvait être un risque parce que les jeunes de quelque époque qu'elles soient sont en général, à partir d'un certain âge, des dynamiteurs, des exploseurs, des types. Mais ça peut très mal se passer si on n'est pas cadré par un minimum de maturité. Or, Philippe est déjà quelqu'un de très mûr. Moi, un peu moins, mais juste ce qu'il faut pour ne pas sortir des clous. Et voilà, donc on le doit à ces trois atouts-là plutôt que le talent. On parle de talent, vous avez un don, etc. Moi, j'y crois pas du tout. Si don il y a, c'est cette lumière qui vous a croisé, qui a dit « je veux raconter des histoires ». D'autres diront « moi, je voudrais faire des sons, de la musique ». C'est ça le don. Le reste est une question de attiré par cette espèce de... Tu bosses tout le temps, tu travailles ton corps et ton écoute, enfin tous tes sens à ça, qui fait qu'à un moment donné, tu as largué les autres. Et ils s'imaginent que tu es un magicien. Non, je ne suis pas. Non, je suis simplement un enfant qui n'a pas arrêté de dessiner. Vous avez tous dessiné quand vous étiez petit, et moi j'ai continué. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'étais dans les dunes, j'avais tellement ramé que je vous avais largué, c'est tout. Et 15 albums de Spirou quand même. 15 ou 14. Ça doit être là, je commence à être fatigué. 15 albums de Spirou depuis les années 80. Oui, c'est ça. Puis en 87, une autre création qui a vraiment fait exploser aussi le milieu de la bande dessinée, c'est le Petit Spirou. C'est presque un passage obligé pour quelqu'un qui reprend une série, qui n'a pas créé lui-même, c'est le besoin de trouver une porte de sortie. C'est tout en restant dans la maison. Oui. Parce que Franquin l'a fait aussi. Franquin n'avait pas créé Spirou et Fantasio, et de se sentir à l'étroit avec ce personnage avec lequel il ne pouvait pas faire totalement du Franquin. Et comme porte de sortie, il a imaginé adjoindre à la série un personnage qui est un anti-héros, un personnage qui fait tourner les aventures à l'envers, qui est un gaffeur, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et qui travaillait dans la rédaction de Spirou et Fantasio au début. Les histoires de, je crois que les gangsters, tout ça. Enfin, il y avait un peu avant que Franquin arrête, il avait introduit ce personnage pour constater qu'assez vite, il pouvait avoir totalement son autonomie. Nous, on avait également le même type de problème. Ça on ne peut pas faire avec Spirou. Ouais. Ça non plus.
Ça non plus. Mais comment prolonger le plaisir Spirou sans casser Spirou. Donc vous avez écrit en fait ces personnages. Oui, c'est-à-dire qu'on a plein d'idées, mais on ne peut pas le faire dans le grand Spirou parce que ça n'a pas l'esprit, etc. Donc on a dit, si on faisait un spin-off, Spirou quand il était petit, et passé par là, ça a une crise d'adolescence qui a fait de lui le héros, capsuleur de bombes atomiques, sauveur de planètes et tout ça, arrêteur de savants fous, voilà. Et en plus, c'était pour nous l'opportunité. Philippe se dit, c'est Philippe qui est venu de la réflexion que on est dans une boîte des éditions Dupuis. C'est de la BD dite familiale, mais avec un esprit où il ne faut pas sortir des clous, etc. Très bien, maman, papa, tout le temps que leur enfant achète les gentilles séries de Monsieur Dupuis, mais ça faisait un moment que les autres médias, comme le cinéma, etc., avaient franchi des étapes qui a permis à ces médias de rester dans la modernité. Il était temps, donc on va, avec le petit Spirou, parler de questions qui sont plus actuelles, les tabous, les tentations pour des petits-enfants, des trucs comme ça. Enfin, après, donc l'axe principal du petit Spirou, c'est les tabous, c'est-à-dire dresser un costume à tout ce que le monde adulte voudrait cadrer, mais vu au travers du regard d'un enfant, on les décapsule. Et comme un peu comme Gaston, le petit Spirou, le succès du petit Spirou a dépassé celui du grand. C'est ça qui est impressionnant. Hein. Oui, mais moi je vois la seule explication, c'est que quand un artiste feint quelque chose, il ne sera jamais aussi bon que lorsqu'il est vraiment lui-même. Malgré toute l'énergie qu'on a pu mettre dans Spirou et Fantasio pour être le plus Spirou et Fantasio possible, le plus digne de ce que les lecteurs attendent de Spirou et Fantasio, ce n'était pas du pur Tom et Jean-Ry. Dans le petit Spirou, on est beaucoup plus proche de l'esprit Tom et Jean-Ry, donc je suis sûr que les lecteurs sentent cette sincérité qu'il y a dans... la sincérité dans le travail est un ingrédient pour être apprécié par des lecteurs, par la musique pareil. Hein. Tous les moyens d'expression, l'ingrédient le plus indispensable, c'est la sincérité. La personne qui est en face de vous sentira si vous êtes hors des pompes ou pas. Et là, avec le petit Spirou, vous avez découvert... Avec le petit Spirou, on était beaucoup plus proche de notre propre personnalité. Donc vous avez pu un peu vous lâcher, donc c'est génial. Voilà. Et plus à l'aise, donc plus créatif, plus spontané et moins artificiel. Ça ne veut pas... entendant ça, on pourrait dire que on s'en foutait avec Spirou et Fantasio. Bien au contraire. Bien au contraire. Je dis simplement que c'était plus sévère avec le Spirou et Fantasio. Frustrant aussi, puisqu'on dit ah non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. On mettait de côté plein d'idées. Et non, le petit Spirou a eu deux vertus. Celle justement de pouvoir enfin s'épanouir avec des idées qui nous étaient plus personnelles, et aussi nous ressourcer sur le grand. C'était des respirations. Ça rendait le travail sur le grand beaucoup plus aérien, beaucoup plus léger, parce qu'on pouvait se répartir sur une autre série pour se déployer, quoi. Avec le petit Spirou, vous avez découvert un jeune dessinateur qui est en train de bouger maintenant. C'est notre ami Dan. Ah oui, ça, il s'est découvert tout seul, lui. Hein. Ouais. Ce gars-là est assez effrayant parce que dès qu'il touche quelque chose,
Il le fait. Ah, c'est impressionnant. Hein, oui, oui, oui. Même son frère a envie de le tuer tellement. Ah oui. Et c'est bien simple. Là, il a dessiné un épisode de Soda. Ah, c'est sûr. Et Ouais. il est parvenu à faire un juste milieu entre le style Gazzo et le style Warman. Ouais. Il est stupéfiant. Moi, je ne pars pas en vacances avec lui parce que là, déjà il emballe toutes les nanas et moi j'en touche pas une. Et ensuite il serait capable de faire un créneau dans un trou de 5 mètres avec un semi-remorque. Il a tiens, c'est quoi ce truc? C'est un violon, et hop. Ah oui, c'est un virtuose de la musique. Ouais, et puis, j'ai vu jouer de la batterie, c'est et impressionnant. puis 2 semaines après, il est capable de jouer comme Eddie Menuhin. Ah oui. Mais s'il a jeté son dévolu sur nous, alors qu'on n'est pas spécialement les gens les plus agréables du monde, c'est à se demander s'il nous a pas plus aidé nous qu'on l'a aidé lui. Tellement c'était une personne riche au niveau, d'abord au niveau humain, et aussi au niveau, on a l'impression qu'on est en train de raconter ses funérailles là. Alors qu'il m'enterrera bien avant. Et voilà, donc il a suivi plus ou moins le même itinéraire que Gazzo. Oui. À part que lui était tout de suite sous le pont. Je me souviens qu'avec Bruno Gazzotti, on avait déjà rencontré une première fois, et en se regardant un petit peu, et lorsqu'on l'a vu une deuxième fois, ce qui était remarquable avec Bruno, c'est qu'il avait évolué très rapidement en quelques mois. Oui. En clair, ça signifiait qu'il avait un potentiel d'évolution et d'apprentissage énorme. Tu peux parfois tomber sur des gars qui dessinent vachement bien, mais quand tu regardes que 30 ans avant, ils dessinaient de la même façon, c'est pas cool ce genre d'inertie, quoi. Mais, tandis que quelqu'un comme Bruno, tu lui dis, qu'est-ce qu'il va raconter? C'est une boîte à surprises aussi, quoi. Dan, pareil. Voilà. Et juste que bon, il était temps qu'il trouve maintenant sa propre voie. Il a quand même 40 ans, le garçon. Hein. Oui. Donc, c'est vrai que c'est impressionnant parce que c'est une grande gentillesse qu'on le rencontre. Il est super. Ça, ouais. il touche à tout. La gentillesse, quand elle n'est pas... il est loin d'être con, quoi. Ah non, c'est-à-dire que c'est pas le gentil qui va... c'est un assortiment de gentillesse et de courage. Il ne va pas se départir de ce qu'il pense vraiment, sous prétexte qu'il s'agit d'être gentil, s'il vous plaît. Moi, j'ai parfois du temps, je me surprends parfois à être un petit peu pute sous les bords, comme ça. Quand je suis entouré de 40 skinettes, ah oui. je me dis, je vais peut-être garder pour moi ce que je pense vraiment des skinettes. C'est juste une question d'instinct de survie, quoi. Mais Dan a l'intelligence de ne pas se départir de ce qu'il pense, tout en restant gentil, quoi. Et une autre série que j'ai beaucoup aimée, c'était avec Stuf, où là tu as vraiment endossé le rôle de scénariste. Oui. Et c'est vrai que Stuf, c'est quelqu'un qui était aussi adorable. J'ai eu l'occasion en fait, de rencontrer plusieurs fois. C'était pour Passe-moi le ciel. Et ça, c'est une superbe série. C'est à peu près le même. Passe-moi le ciel, c'est le même itinéraire que quand on est venu chez Dupuis. Donc on est venu chez Dupuis pour apporter les pages du 25e anniversaire de Boule et Bill. Et on nous a proposé des jeux. On prend. Merde. C'est l'opportunité d'être dans la... Et quelques années après, il y a Stuf nous a toujours accompagnés comme satellite, mais c'était Philippe et moi qui étions en train de travailler sur Spirou Fantasio. Donc on lui avait proposé de faire les couleurs, etc. Mais il n'avait pas encore... alors qu'il dessine, je trouve, super bien, etc.
c'est le rédacteur en chef de l'époque qui m'a dit, tiens, il dessine votre coloriste là, Stuf. Ben oui. Ben, il ne voudrait pas faire des jeux comme ça m'a, moi quand il m'a parlé de ça, ça m'a rappelé les débuts, justement nos débuts à nous, les premiers pas qui nous ont amenés à faire Spirou, Fantasio, puis le petit Spirou, et puis Soda, etc. Alors, je lui dis, ben, Steph, vas-y quoi. Oui, mais j'ai pas trop envie, là, parce que j'aime bien faire les couleurs, là. J'ai pas trop... Bah, Steph, des jeux, tu sais, on a... Alors, je lui ai proposé, ben voilà, on peut imaginer le Sphinx qui pose les 3 questions. Ouais. Comme c'est ringard, le Sphinx, on transpose ça avec le paradis. Et c'était les jeux d'enfer. Les jeux d'enfer, donc c'était à peu près comme les jeux Reka qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire un personnage, c'est une espèce de BD customisée qui est un prétexte pour faire 3 jeux, ou si ce n'est pas l'inverse. Mais au moins, tu es dans le journal, avec ta signature, il faut le faire. On a fait une quarantaine de pages comme ça de jeux d'enfer. Et Steph me dit, ouais, ce serait quand même bien si on faisait des albums avec ça, parce que c'est quand même du boulot là et tout. Et moi j'aimerais bien que avoir... Ben, oui, c'est vrai, c'est des petites histoires et tout. On va aller voir... alors on va voir Monsieur Dupuis. Il dit, vous ne pouvez pas faire des bouquins avec ça, c'est une chouette série quand même et tout. Oui, mais on ne fait pas des albums avec des jeux. Ah bon, ben alors on arrête les jeux et on fait un truc qui s'appelle Passe-moi le ciel. Et il n'y a plus de jeux, c'est plus facile. Voilà. Alors on était débarrassé des jeux, ouais. On a fait des gags. Mais ça a toujours été un petit peu à... Il y en a eu 7 des albums au total. Oui. Alors que c'est né en même temps que le petit Spirou, pour dire que la fulgurance avec laquelle on s'est attelé à la tâche, ben, pour moi ça a toujours été un petit peu une friandise. C'était pour moi l'occasion de connaître, de maîtriser, si je puis dire, les problèmes de mon propre scénariste. C'est-à-dire savoir où ça va pas, etc. Pouvoir compléter son rôle. Aussi m'exercer à faire des scénarios moi-même. Et là, bon, ben, Stuf nous a quittés il y a 11 mois. Ouais, subitement, malheureusement. Ouais. Et enfin, j'ai quelques gags. Là, j'ai fait une petite histoire de 3 pages. Je crois que je vais la dessiner moi-même, mais ouais. Je parviens pas à dessiner comme lui. Il a un style très très particulier. Et je parviens pas à dessiner comme lui. Donc, je sais pas, j'essaie de laisser un petit peu de temps entre le moment où... Je cherche encore un petit peu le truc pour continuer Passe-moi le ciel sans enterrer Passe-moi le ciel, sans l'enterrer lui, tout en m'excusant que je n'ai pas le même dessin que Stuf. Bref, que j'aime bien cette série parce que c'est une série qui... je trouve que le Vatican devrait s'y intéresser parce que... Ah oui, ce serait bien. Non, mais il y a une autre façon d'aborder. Dieu est une question trop importante pour le confier aux religions. J'ai pu voir de près ce que ça donnait. Alors merci beaucoup. Bah, il n'y a pas de quoi.